Christophe Bergeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Zest Me Up, solution de performance et d'engagement pour les collaborateurs. Alors imaginons, on est dans un ascenseur. Comment vous pourriez me pitcher Zest Me Up? Je vais surtout vous dire que grâce à Zest, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans votre entreprise et passer de cette compréhension à de l'action. Et de l'action qui va vous faire gagner de l'argent puisque finalement, vous aurez des collaborateurs qui seront plus performants, plus heureux et tout ça grâce à Zest. Alors justement, dites-nous en plus, à qui ça s'adresse? Quelle est effectivement votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors ça s'adresse évidemment à tout type d'organisation. On cible plutôt des organisations un peu complexes, donc c'est plutôt au-delà de 200 collaborateurs, principalement des ETI, des grands comptes. Et avec ces organisations-là, eh bien, on va leur permettre de mieux comprendre toutes les interactions avec leurs employés. Alors ça va du classique que tout le monde connaît, baromètre social, à toutes les autres interactions, des rituels one-to-one, des entretiens annuels. Et à chaque fois qu'on va échanger avec le collaborateur, finalement, on va remonter des signaux faibles ou des signaux forts et on va essayer de les transformer après une bonne compréhension, en action pour l'entreprise. C'est quoi les cas d'usage, les besoins, les demandes clients quand on vous approche? Alors, il y a 2 cas d'usage principaux qui vont être justement de commencer par un baromètre annuel social, comprendre comment ça se passe et de là, on va pouvoir découler plein d'autres cas d'usage, avec de l'interaction, pardon, fréquente. Donc finalement toute l'expérience collaborateur, on peut la mesurer et donc l'améliorer. Vous avez un cas d'usage? Est-ce qu'on peut communiquer sur une expérience, quelque chose que Une vous expérience avez? collaborateur, par exemple, c'est, les rapports d'étonnement. C'est-à-dire ou sondage d'onboarding. Quand vous arrivez dans une entreprise, on va vous demander, au bout d'1 mois, 2 mois, en fonction des organisations, voilà: «Qu'est-ce que tu penses de nous, de notre organisation? Qu'est-ce qui t'a, impacté positivement, négativement?» Donc ça, c'est une donnée qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Très intéressant d'avoir cette image du nouvel arrivant. Donc ça, on est capable de le capter, de le structurer et d'en découler des plans d'action pour l'entreprise. Vous avez parlé des ETI, des grands groupes. Vous travaillez aussi avec les PME en mode un peu plus agile ou pas du tout? Un peu moins, mais on a aussi des PME, après c'est une question de coût et d'investissement, Mmh. mais on a aussi quelques structures, un peu plus petites et en forte croissance, voilà, qui ont aussi ces cas d'usage. Comment on transforme finalement les retours terrain, les signaux faibles, comme vous dites, en data actionnable? Alors, les signaux faibles, en fait, il y en a partout, ou forts, parce qu'attention, hein, on ne Oui. mesure pas que ce qui va mal, on mesure aussi ce qui va bien. C'est bien de le partager, finalement, pour le diffuser dans l'organisation. Donc, c'est tout un ensemble de signaux qu'on va pouvoir remettre dans un contexte et qu'on va finalement transformer en données activables. Voilà, bien, on est en train de se transformer, ou on vient de racheter une entreprise en concurrent et donc bah, c'est une phase qui est assez sensible, où il y a beaucoup de choses à transformer en termes de valeurs, de culture, d'engagement des collaborateurs. Donc tous ces signaux-là cumulés font que, eh bien, dans ce contexte-là, finalement, on va être plus vigilant, on va plus rapidement voir qu'il y a une difficulté que dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, les entreprises, elles sont assaillies d'outils. Vraiment, elles sont sollicitées de partout. On parle même de placards digitaux. Comment vous faites pour garantir l'interactivité finalement de votre plateforme au quotidien sur le terrain? Vous avez raison, effectivement, de la data, on en a partout. Pas que de la data RH, mais entre autres. Donc, on a pléthore de data, mais on ne sait pas quoi en faire. Mmh. Souvent, les systèmes d'une génération antérieure, eh bien, ils prenaient cette data, mais ils la laissaient dans ce fameux, Mmh. ce que j'aime bien appeler le placard digital. Voilà, donc, nous, l'idée, c'est que ce n'est que le début, la data. Mmh. C'est déjà la mesurer, la confirmer, parce que, encore une fois, ben, il faut plusieurs signaux forts ou faibles pour que ça commence à avoir une signification. Et surtout, faut être capable de la mettre en action très vite. La mettre en action, c'est aussi la mettre à disposition de la bonne personne qui peut la mettre en action. Parfois, c'est un manager de proximité. Parfois, ça va se jouer au niveau du comité de direction de l'entreprise. Vous avez finalement accès à des données qui sont très sensibles parce qu'on est sur des sujets qui sont quand même RH, donc se pose très vite la question de la confidentialité, de la souveraineté, de la cybersécurité qu'on va balayer les uns après les autres. Je suis assez curieuse d'avoir votre position là-dessus. Alors, enfin moi, le sujet de la souveraineté, par exemple, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et on en a parlé,
depuis quelques mois de plus en plus. Merci le président américain qui nous aide à nous rappeler Mmh. qu'on est très très dépendant de la technologie américaine et que la plupart de nos grands groupes habituellement achetaient beaucoup de technologies américaines sur laquelle ils sont très dépendants. Donc je pense que la souveraineté, en particulier sur la data sensible, est très importante, mais pas que. Il y a évidemment des notions de confidentialité, d'RGPD qui sont incontournables, indispensables. On va de toute façon demander au collaborateur et lui expliquer clairement ce qu'on fait de sa data, donc de sa donnée. Donc ça, c'est des sujets essentiels. Mais je pense que c'est un triptyque. Hein. Effectivement, il faut garantir le total anonymat dans le traitement. Ah, alors d'ailleurs, pas sur toute la donnée, parce qu'il y a des données sur lesquelles le collaborateur est OK pour qu'on l'utilise un peu plus, parce que justement, il va donner des informations personnelles. Donc quand on est sur un entretien annuel, évidemment, la donnée n'est pas confidentielle, sinon on ne peut plus rien en faire. C'est une conversation. Donc toute la donnée de conversation, elle n'est pas confidentielle. La donnée captée de manière globale au niveau de l'entreprise, elle est confidentielle. Hein, donc, et après, il faut effectivement la garantir. Puis si elle peut être hébergée en Europe et si possible en France, et avec une garantie que personne ne peut aller attaquer cette donnée juste pour des raisons de sécurité nationale, je pense que c'est un plus, un gros plus. Pour bien comprendre, vous n'avez accès à aucune donnée, c'est l'entreprise seulement qui a accès, Complètement. voilà, Complètement. donc Nous, vous on n'avez pas garantit, on est un tiers de sécurité référent qui garantit d'ailleurs à l'entreprise que toutes ces données sera bien traitées, sécurisées et évidemment confidentielles quand elle doit l'être. on est sur un marché RH qui est aussi de plus en plus saturé. On parlait tout à l'heure effectivement de l'émergence de plusieurs outils. Comment vous faites pour jouer du coude et pour vous distancer de la concurrence? Bah, je reviens à ce que je vous disais en introduction, c'est cette mise en action en fait qui fait la différence. Ce que font aussi vos concurrents. Pas tant que ça, pas tant que ça. J'aimerais bien le voir, mais hélas, c'est pas le cas. Enfin, historiquement, hein, dans les systèmes d'information RH, on a été beaucoup sur des outils de processus et de back-office. Donc aujourd'hui, la majorité des outils, ils sont plutôt en train de supporter un process et où, je reprends l'expression, de mettre d'une donnée qui est nécessaire. Vous êtes obligé de faire un entretien professionnel. Il faut soutenir ce processus. Après, qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Pendant de très nombreuses années, on s'en est pas trop préoccupé. Aujourd'hui, il y a un double phénomène, c'est qu'effectivement, pour émerger, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en action cette data, mais on a aussi l'arrivée de l'IA qui nous aide à mieux comprendre cette donnée et la comprendre plus vite et la mettre en action plus vite. Donc l'IA là-dessus est fondamentale. Maintenant, tous les acteurs historiques ne vont pas être capables d'intégrer, de digérer, de mettre de l'IA partout dans des applis qui parfois n'ont pas été conçues ou qui ont été conçues il y a de très nombreuses années, donc qui n'ont pas été conçues pour ça. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de faire de la croissance externe. Mmh. Vous l'envisagez à quel moment, pour quelle finalité, quel objectif? Alors, on en a déjà fait, on a fait deux acquisitions sur les 18 derniers mois, de concurrents directs. Alors, l'idée des acquisitions ou du build-up, hein, c'est vraiment de dire, d'atteindre une taille critique déjà, de créer un champion français. On veut offrir une alternative justement à ces solutions américaines, mais qui soit une entreprise d'une taille minimale, solide, rentable. Voilà, donc, évidemment, plus vous grossissez, plus c'est le cas. Et puis, à partir d'une certaine taille, et là, on a commencé à acquérir des vraies techniques d'intégration d'entreprise. Voilà, et je pense que on peut devenir sur le sujet de plus en plus performant. Donc notre idée, c'est à un rythme qu'on verra, parce qu'il faut trouver les bonnes cibles, hein, faut pas se tromper, et de refaire 1 à 2 fois par an des acquisitions. Mmh. Et les financements, alors je ne sais pas si vous êtes concerné par le sujet, mais c'est vrai que quand on travaille avec des grands comptes, le sujet numéro un, c'est les longs délais, Mmh. finalement. Comment on maintient une agilité dans la trésorerie en travaillant effectivement avec de gros acteurs? Bon, c'est le cas, effectivement. Convaincre un grand compte, ça prend plus de temps qu'un compte intermédiaire. Alors, comme je vous le disais en introduction, on cible aussi les ETI. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça compense aussi les Oui, cycles très longs oui. des grands comptes,
qui parfois d'ailleurs vont plus vite sur certains sujets quand ils sont convaincus de quelque chose. Parfois ils arrivent à agir beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et puis bon, il y a ce marché qui est quand même très conséquent des grosses PME ou des ETI sur lesquels là on a des cycles relativement courts. Et j'imagine que vous vous appliquez à vous-même aussi ce que vous dispensez pour vos clients, enfin j'ose espérer. Donc Oui, oui, nous du coup sommes un cordonnier bien chaussé. ça va. Et du coup, j'ai pas mal de questions sur le recrutement parce que pendant notre échange, lors de l'entretien, vous m'avez confié 2-3 choses. Alors déjà, recruter à l'instinct, est-ce que c'est quelque chose qui est aisé? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est conseillé? Alors, il y a de l'instinct, mais il y a pas que de l'instinct, Bien hein, on sûr. en a parlé. Moi, j'ai un peu une grille, dans la tête, puisque j'ai passé quelques années en cabinet de recrutement, donc on avait quand même des grilles d'analyse. J'en ai gardé les principaux critères, voilà, que j'applique dans mon processus de recrutement. Après, effectivement, ce que je vous disais, c'est que finalement, une fois qu'on a eu un échange de qualité avec une personne et on se dit, pourquoi pas la faire venir dans notre collectif. Finalement, l'instinct, c'est peut-être à la fin de se dire, est-ce que j'ai envie de partager des moments hors entreprise avec cette personne-là? Voilà, on va se retrouver dans des séminaires, dans des soirées, dans des journées clients. Est-ce que j'ai envie d'aller boire un verre avec elle, d'échanger, de parler d'autre chose que du travail? Et s'il y a ce fit culturel, là, je pense qu'on a moins de chances de se tromper parce on partage des valeurs communes. Oui, parce que vous m'avez confié, une erreur de recrutement se paie cash. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et quand vous démarrez, euh, alors les premiers recrutements, mais même, je pense, jusqu'à une centaine ou 200 personnes, enfin, on a des talents qui sont clés dans l'organisation. Donc, se planter sur quelqu'un, ça coûte très, très cher. Voilà, ça fait perdre du temps, évidemment. Ça fait perdre de l'énergie à tout le monde. Parfois, on s'accroche sur un mauvais recrutement, donc c'est encore pire. Voilà, il vaut mieux prendre une décision tôt et se dire bon bah ça fonctionne pas, on arrête. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Donc oui, oui, il faut être très très vigilant sur le sujet. Et lorsqu'on acquiert de nouvelles entreprises, forcément, vous récupérez des salariés que vous n'avez pas vous-même recrutés. Alors ça, c'est une phase de restructuration qui doit être assez sensible, finalement sur le terrain. Comment vous l'avez appréhendé? Comment vous l'appréhendez aussi? Oui, alors clairement, effectivement, c'est des nouveaux collaborateurs qu'on n'a pas choisis, Ouais. voilà, qu'on récupère. Alors forcément, dans des phases d'acquisition, il y a des postes en doublon, hein. Donc à un moment donné, on a quand même des choix à faire. On ne peut pas garder tout le monde. Mmh. On va pas doublonner certains postes. Donc il y a des personnes sur lesquelles le, le sujet ne se porte pas, la discussion ne se porte pas. On sait qu'on va leur dire assez vite. Et d'ailleurs, je pense qu'un secret, c'est de dire assez vite aux gens lesquels on veut garder, lesquels on ne veut pas garder. Voilà, pour que les choses soient très claires, plus transparentes possible. Et après, je pense que, enfin, notre démarche, c'est déjà de rencontrer tout le monde, de faire connaissance, voilà, comme si c'était une nouvelle personne qu'on allait embaucher, de comprendre ce qu'il a envie de faire, ce qu'elle a envie de faire, ses forces, ses faiblesses, voilà. Puis après, on va tout faire pour les mettre dans de bonnes conditions de réussite. Mais si on se rend compte assez vite que ça va pas matcher, parce que la culture est vraiment très différente, je pense qu'il faut mieux se le dire et prendre des décisions le plus vite possible. Voilà. Et Trouver c'est un peu ce qu'on a appris d'ailleurs au fil des acquisitions, c'est que cet aspect humain, il est fondamental. Donc là-dessus, il faut aller vraiment très très vite. c'est le juste équilibre entre bienveillance managériale et performance aussi, de l'entreprise et des réalités économiques terrain. Oui, bah, il y a un peu de tout quand vous accueillez des nouveaux membres du collectif, hein, c'est sûr. Mais il faut voilà, il faut leur faire la place. Il y a aussi quand même un savant mélange. On va fusionner deux cultures. On va pas leur demander de. Ils vont arriver avec un historique, avec des bagages, avec une histoire. Donc il Mmh. faut qu'on en garde. C'est de la richesse, ça. Il faut qu'on en garde une partie. Mais ils doivent aussi se rentrer dans ce collectif qui les accueille. Voilà, donc ça, il faut que ça matche, il faut que ça fonctionne. Et la gestion de l'humain ne s'arrête pas aux collaborateurs, puisque vous avez aussi une expérience avec un ex-associé. L'association est un sujet aussi en entreprise quand on est entrepreneur. Vous avez mis 4 ans à sortir totalement un associé du board. Comment on se sort d'une telle situation? Bah, et c'est certain que quand vous montez une entreprise, c'est la première fois que vous le faites en tout cas, parce qu'après vous avez compris que c'était un sujet essentiel, mais et tout le monde vous le dit, c'est avec qui faut pas se tromper dans l'association. Voilà. Et souvent on n'a pas beaucoup de temps pour faire connaissance avant, donc bon, des ratés il y en a beaucoup, souvent.
Donc je pense qu'il faut être, là encore, bon, la première fois, on met plus de temps, donc on met plus de temps à se rendre compte qu'on est en train de se fourvoyer, se tromper, et à prendre la décision, et puis au final, à se séparer. Voilà, donc quand vous l'avez, nous en l'occurrence, on l'avait pas bien prévu, pas bien ficelé, cette histoire de potentielle séparation, donc ça a mis du temps et ça a été douloureux. Si vous deviez décrire l'entrepreneuriat en un mot à quelqu'un qui vous regarde, un jeune entrepreneur, quelle serait votre définition? Heu, Résilience sûrement, voilà, parce que c'est quand même, pas simple, tous les jours on est confronté à des nouveaux problèmes, à des difficultés, voilà, c'est de l'extérieur, ça peut faire rêver, mais c'est quand même, complexe l'entrepreneuriat, donc il faut beaucoup de volonté, beaucoup de résilience, pour que, voilà, pour tenir le choc pendant toute cette aventure. Pourquoi avoir quitté la finance pour l'entrepreneuriat? Alors effectivement, j'ai commencé par la finance parce que je m'étais dit dès le début de ma carrière, un jour je vais monter une entreprise. Donc avoir des bases solides de compréhension des enjeux financiers, pardon, c'est fondamental. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui capotent dans les premières années, parfois pour une mauvaise gestion. Donc au moins, je me suis dit, il faut que j'ai les bases de la gestion. Après, à travailler dans des entreprises, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai réussi d'ailleurs à bouger de la finance au commerce dans ces mêmes entreprises qui m'ont fait grandir, avec beaucoup d'expérience à l'international. Donc, j'ai passé plus de temps que prévu avant de monter une boîte, mais ça m'a formé, forgé, voilà, et c'était passionnant. Et si c'était à refaire? Bon, je referais pareil. Peut-être sur les dernières années, j'irai plus vite dans la création d'entreprise. Bon, il faut dire qu'il y a quelques années, c'était pas tant, à la mode que ça l'est depuis quelques années. Voilà, donc c'était moins commun de sortir d'une école de commerce et de monter, sa société. Voilà, aujourd'hui, je pense que les jeunes diplômés ont plutôt envie de monter leur projet, d'être indépendants, que c'était le cas il y a quelques années. Et au-delà finalement de la casquette SEO et entrepreneur, qui est Christophe? Quelles sont vos passions? Quels sont vos loisirs? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Bon, j'ai plein de passions, plein de loisirs, hein. Je lis beaucoup, j'écris un peu, je fais beaucoup de musique, et du sport aussi. Enfin, j'ai de quoi m'occuper. J'ai 3 enfants qui sont relativement jeunes, donc ça occupe aussi pas mal les journées. Voilà, on est dans la transmission, dans l'éducation, voilà. Donc aujourd'hui, moi, ma passion musicale, j'essaie de la transférer, à mes enfants. Ce qui est pas simple tous les jours, mais petit à petit, ça prend, ça intéresse. Enfin, il y a un côté, ouais, créatif que j'aime beaucoup, en dehors du travail, mais dans le travail aussi d'ailleurs. Est-ce que vous conseilleriez à vos enfants d'être entrepreneurs? Oui, en tout cas d'entreprendre leur vie, hein, donc de choisir ce qu'ils veulent faire, voilà, je pense qu'ils voient que c'est pas simple tous les jours, parce qu'ils le vivent à côté de leur papa et de leur maman, donc mais oui, je pense que c'est bien de maîtriser son destin. Après, c'est pas la voie la plus simple, hein, c'est plutôt, pour les alpinistes, c'est la face nord, hein, c'est pas la face simple. Donc voilà, il faut qu'ils en aient conscience. S'ils en ont conscience et qu'ils ont envie d'y aller, je les aiderai, je les soutiendrai, je ferai tout ce que je peux pour que ça marche. Allez, le mot de la fin, les projets et perspectives d'avenir pour Zest Me Up. Continuer à grandir, de plus en plus à l'international. On a un positionnement, de leader en France, et vraiment une société reconnue, voilà, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on aille un peu plus porter la bonne parole, en Europe dans un premier temps, même si on a déjà pas mal de clients européens, et puis ensuite, un peu partout dans le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour votre Merci beaucoup. partage.